Démarrons par un premier sujet plus national, mais qui nous concerne aussi, puisque la grève, elle concerne particulièrement le territoire sud-est de la France. Premier débat qui concerne donc la grève annoncée pour le début des vacances de Noël à la SNCF. Quelques explications en images. Allons-nous pouvoir prendre notre train pour les fêtes de fin d'année ? C'est la grande question que se posent de nombreux voyageurs à quelques jours des vacances de Noël. En effet, les principaux syndicats de la SNCF appellent à la grève tout le week-end. Ils réclament de meilleures conditions de travail, des recrutements et une meilleure rémunération. Mais alors que le mammouth est déjà bien endetté, que l'entreprise nationale de voyage est en train de faire face à une concurrence européenne attractive, comment la SNCF peut engager un nouveau modèle économique ? En attendant, ce sont les Français qui vont trinquer et s'organiser pour retrouver leur famille pendant les fêtes. Après 2 années de Covid et de stress, il s'en serait bien passé. On en parle ce soir dans Bonsoir le Gard. Allez, je propose de démarrer tout de suite avec Hugo sur le sujet. Bon, Hugo, même si effectivement on comprend, bien évidemment, les fonctionnaires de la SNCF, on peut quand même se poser la question de l'utilité de ce mouvement de grève là, à partir de samedi ou de vendredi, au moment où les Français veulent aller en vacances, retrouver leur famille pour passer ces fêtes après 2 années un peu compliquées avec le Covid. Mais cette grève embête beaucoup de monde, ça c'est certain, et pose de nombreux problèmes. Mais dans cette grève, il n'y a pas que les cheminots d'un côté, il y a aussi la direction qui est un acteur important, car ces revendications ne sortent pas du chapeau au dernier moment. Ça fait des mois et des mois qu'elles sont portées, qu'elles sont dans les instances de la SNCF. Mais c'est le meilleur moment là, à Noël, de faire ça ? Il faut poser la question à la direction, qui à un moment donné a refusé de reconnaître ces travailleurs en première ligne, que sont les cheminots dans les trains depuis le début de la crise sanitaire aussi. Simon, quel est votre point de vue sur la situation ? Alors, mon point de vue, déjà, avant tout, on va rappeler que le droit de grève est fondamental en France et on reviendra pas là-dessus. Et c'est extrêmement important que les travailleurs qui ont des revendications puissent exercer ce droit. Je pense qu'effectivement, on est dans une période à l'approche des fêtes de fin d'année où c'est pas c'est pas le bon choix. C'est prendre en otage des millions de Français qui vont vouloir rentrer dans leur famille pendant les fêtes. C'est empêcher. Mais du coup, c'est légitimé qu'on prend en otage des millions de Français qui, dans une situation très compliquée, alors qu'on est dans la crise sanitaire, qu'on est dans des Français qui l'année dernière n'ont pas pu fêter Noël tous ensemble. Là, on a des Français qui veulent rentrer chez eux. Je suis pas un technicien des questions de la SNCF et je ne dirais pas que les revendications des cheminots sont illégitimes. Je dirais pas non plus qu'il faut donner tout ce qui est revendiqué. J'en ai pas tous les éléments et je suis pas capable de vous dire moi si en tout le constat en tout cas que vous partagez mais le constat, ce soir, c'est de dire que ça embête quand même les Français aujourd'hui. On peut parler de jeunesse et je pense qu'avec Hugo on parle de jeunesse aussi. C'est des étudiants qui étudient loin de chez eux, qui pour la période de fin d'année, c'est des moments où ils peuvent rentrer chez eux et où ils vont se retrouver pendant 6, 7, 8, 10 heures sur des quais de gare à attendre de pouvoir rentrer chez eux. Je suis pas sûr que ça soit la Je vais vous redonner la parole. Monsieur Gibelin, quel est votre avis ? Bon, bien évidemment que vous soutenez les cheminots et il n'y a pas de problème de ce point de vue-là, mais quel est votre point de vue sur la situation aujourd'hui à la SNCF ? Est-ce que ces revendications, encore une fois, qui peuvent être tout à fait légitimes, mais est-ce que, quelque part, on se dit, la SNCF ne prend peut-être pas suffisamment la situation globale aujourd'hui avec des acteurs nouveaux qui sont en train d'arriver, qui vont mettre en concurrence la SNCF ? Écoutez, d'abord, il faut poser la question aux donneurs d'ordre de la SNCF, parce que dans tout ça, c'est une grève chez TGV, c'est le donneur d'ordre, c'est l'État, c'est la feuille de route qui a été fixée par la majorité parlementaire, qui a donné comme consigne au président Farandou de ne pas lâcher sur les éléments salariaux, manifestement. Et après, il y a des déclarations, comme celle du secrétaire d'État à l'Assemblée tout à l'heure, qui s'insurge d'un appel à la grève. Il faut remettre les choses dans le bon sens. Il y a des revendications qui sont posées depuis longtemps. Il y a une demande de prendre en compte la réalité dans une politique salariale qui est à l'arrêt depuis de nombreuses années, alors qu'il y a un développement important de l'entreprise. Et il y a une attitude qui pousse à ce qu'il y ait ce réflexe. Alors, évidemment qu'il va y avoir des difficultés pour un certain nombre d'usagers, mais ces difficultés, il faut les renvoyer sur qui a pris cette responsabilité.
responsabilité. Quand j'entends que on puisse dire qu'il y a une prise d'otage, franchement, je pense qu'il faut mesurer ces termes. Quand la direction de la SNCF décide de supprimer les ouvertures de guichets en gare de Montpellier ou en gare de Nîmes et qu'elle attend que ce soit la région qui complète par les TER, ça s'appelle comment ? Ça s'appelle de la prise de l'otage ou ça s'appelle de la responsabilité ? C'est quand même ça la situation d'aujourd'hui. L'État est venu quand même à la rescousse de la SNCF, a éteint quand même une partie de sa dette. C'est quand même qui a été prise en charge. 35 milliards d'euros qui ont été pris en charge par la SNCF. Mais faisons. Je pose des questions. Mais faisons le prix. Juste de dire que faisons les éléments précis. Est-ce qu'aujourd'hui, ces revalorisations qui sont attendues alors que la SNCF avait une énorme dette qui a été prise en charge par Emmanuel Macron, parce qu'il avait pris cet engagement-là et qu'il a tenu, est-ce qu'aujourd'hui, légitimement, c'est le moment de poser la question de la revalorisation, alors qu'encore une fois, il y a une concurrence qui est en train de s'ouvrir, particulièrement au niveau européen? Alors d'abord, faisons la clarté sur ce que c'est que la reprise de la dette. D'abord, c'est pas la totalité, c'est la moitié. J'ai bien dit, d'une part. Je n'ai pas dit que c'était la totalité. laissez-moi finir. D'une part, la moitié, mais en plus, c'est une fausse reprise parce que concrètement, nous avions aujourd'hui une réunion avec la direction de SNCF Réseau, à qui officiellement on a repris la moitié. Elle nous annonce une augmentation de 3,5% des péages tous les ans. Sur les 9 ans de la convention que nous avons actuellement, ça veut dire qu'au final, pour une région comme Occitanie, nous aurions tous les ans 20 millions d'euros supplémentaires tous les ans sans avoir augmenté. D'accord. Donc c'est pas une reprise de la dette, c'est un transfert sur les régions. C'est ça la technique de l'équipe gouvernementale. Donc quand elle fait ça et qu'après elle dit en même temps il faut une 6e, une 8e année de blocage des salaires, on s'étonne que les salariés ne soient pas satisfaits. C'est là où il y a une responsabilité. Donc on ne peut pas aujourd'hui découvrir cette situation et en faire porter la responsabilité aux organisations syndicales. Il y avait encore aujourd'hui une négociation. Je constate que manifestement l'accord n'a pas été trouvé. Je pense que s'il n'a pas été trouvé, il est au moins de la responsabilité de l'employeur et donc du donneur d'ordre de l'employeur. Avant de clôturer le sujet, Hugo, vous vouliez rajouter quelque chose ? Oui. Simon aussi peut-être ? Un petit mot, mais après... Oui, parce qu'on pose des questions de fond, on parle de libéralisation. Aujourd'hui, on est en hiver et on est confronté à quelque chose de massif dans le pays, qui est la hausse des prix de l'énergie, qui sont dus à la libéralisation du marché de l'énergie, qu'on nous avait vendu comme étant un avenir prometteur pour la France, etc. etc. Aujourd'hui, on parle de libéraliser la SNCF, de l'ouvrir à la concurrence. Mais regardons ce qui s'est passé dans d'autres domaines avant d'agir aujourd'hui en France. Avec l'ouverture à la concurrence, c'est mettre en place les mesures du marché unique qui doivent être mis en place. C'est 3,6 milliards d'euros qui sont déployés sur 10 ans chaque année, 3,6 milliards par an sur 10 ans pour l'investissement et la rénovation du réseau. C'est la reprise de la dette. Alors oui, pas en totalité, mais c'est 35 milliards d'euros de la dette de SNCF Réseau qui est repris. C'est énormément d'argent, énormément de choses. Ben oui, voilà. Après, on fait payer derrière. Excusez-moi, un mot, parce que quand on utilise le terme de la dette, ça a évidemment une connotation. Il n'y a pas une dette de la SNCF parce que la SNCF aurait mal géré. Il y a une situation où la SNCF a eu plus de dépenses que de recettes, de par les décisions des différents gouvernements qui lui ont demandé de mettre en œuvre sans avoir les recettes. C'est important de préciser parce que ce n'est pas un problème de gestion. N'importe quel opérateur dans les mêmes conditions aurait eu le même résultat. Et donc c'est légitime. Qu'on peut pas imputer à ce gouvernement et à Emmanuel Macron qui agissent pour faire en sorte justement de la résorber. C'est 35 milliards d'euros. D'autant plus que Emmanuel Macron il a été dans un gouvernement précédent qui était de gauche. Emmanuel Macron a été dans des fonctions dans un gouvernement précédent qui a accentué cette situation-là. Donc il est bien placé pour savoir qu'il y avait une responsabilité importante de l'État. Et là, l'annonce est tout à fait intéressante en termes d'annonce. La réalité est tout autre parce que, je le redis, ce sont les régions qui vont en grande partie financer ce qui est soi-disant une reprise par l'État. Je vous propose de passer au deuxième sujet. On va rester dans les transports. Depuis son ouverture il y a 2 ans, la gare de Nîmes-Pont-du-Gard souffre d'une indéniable difficulté, son absence de liaison avec la gare centrale de Nîmes. La solution est peut-être trouvée. Les explications en images. Sans troisième voie, cette gare n'a pas lieu d'être. Le message formulé par le maire de Nîmes, Jean-Paul Fournier, en début d'année lors du rassemblement des élus du Gard, résume à lui seul les difficultés sur les correspondances entre les TGV et les TER qui s'arrêtent à Manduel. Malgré les efforts réalisés par la région pour les faciliter, à l'arrivée quotidienne de la moitié des TGV, aucun TER n'assure de transfert vers la gare en cœur de ville de Nîmes. Le temps d'attente d'un passager est en moyenne de 30 à 40 minutes, une situation qui condamne ce nouvel équipement d'avenir
La solution du financement de cette troisième voie, estimée à 12 millions d'euros, est pourtant déjà là. Selon nos informations, il reste plus de 14 millions d'euros après la résiliation du contournement ferroviaire et de la gare Nîmes-Pont-du-Gard. Réunis en préfecture, l'AGLO, l'État, la SNCF et la région ont avancé sur la création d'une navette entre la gare de Nîmes Centre à Nîmes-Pont-du-Gard. Une décision politique est imminente, mais est-ce que tous les acteurs s'engageront? On en parle ce soir dans Bonsoir le Gard. Monsieur Gibelin, est-ce que la région va s'engager? La région est engagée dans la tentative de régler une très mauvaise décision qui a été celle de mettre en place cette gare. Bon, maintenant, elle est là. Non, attendez. Elle est là, Non, c'est trop facile. Il y a eu une très mauvaise décision et vous voudriez que ce soit passé en peur des profits. Non, revenons à cette question. Revenons à cette question. Là, le contournement est indispensable. Il a démontré sa légitimité et encore cette année, quand il y a eu les inondations, chacun a pu vérifier que c'était utile de pouvoir mettre des TER là où c'était possible. Et en ce sens, je veux vraiment rendre hommage à ceux qui y ont pensé et en particulier j'ai évidemment une pensée pour Jean-Claude Guessot qui a beaucoup œuvré pour cette question. Donc c'était important qu'il y ait le contournement. Faire une gare n'était pas utile et la réalité d'aujourd'hui nous le confirme. Donc ça reste une très mauvaise décision. Comment faut-il en sortir? Quand vous dites que c'est pas utile, c'est pas tout à fait vrai. Si. Mais non, c'est pas tout à fait vrai. Aujourd'hui, ce n'est pas utile. Il y a des TGV qui passent par cette gare et qu'aujourd'hui, alors après, c'est votre point de vue, il y a un point de vue aujourd'hui local et encore une fois, moi, je suis là pour essayer d'apporter la contradiction. Tout à fait. Et aujourd'hui, la réalité, quand même, les élus locaux sont pas débiles, disent pas n'importe quoi et quand ils nous expliquent qu'aujourd'hui, s'il n'y avait pas eu cette gare, probablement qu'on pourrait se retrouver dans quelques années avec beaucoup moins de TGV qui passent par la gare centrale de Nîmes, c'est pas juste n'importe quoi, c'est aussi une réalité. Alors après, la question de ce soir, c'est pas de l'utilité ou pas de cette gare. La question, c'est de dire, cette troisième voie, elle est indispensable pour le développement de cette gare Nîmes-Pont-du-Gard. On fait comment? C'est ça la question de ce soir. Et vous êtes le premier concerné puisque vous représentez la région. Et la question qu'on a envie de vous poser, c'est la décision politique. Là, elle est importante, non pas pour nous autour de la table. Elle est importante pour les gens qui se retrouvent au quai de la gare Nîmes-Pont-du-Gard et qui patientent 41 heures le temps qu'il y ait un TER qui arrive pour les transporter vers la gare de Nîmes. Surtout le Comment dimanche. on fait, Monsieur Gibelin? Et je crois que les gens qui nous écoutent ce soir, c'est surtout ça qu'ils ont envie d'entendre. Oui, mais il est important, vous le mettez dans l'annonce de l'émission, vous donnez les éléments pour que chacun se fasse son idée. Donc permettez-moi de donner tous les éléments. J'ai bien et compris. de ne pas en rester à qu'une partie. On en a beaucoup parlé, laissez-moi cette quand histoire même de la gare. donner les éléments. Parce que quand vous dites que la seule solution, c'est la troisième voie, non, ce n'est pas la seule solution. C'est une solution, mais ce n'est pas la seule solution. Et c'est pas la meilleure solution? À notre sens, c'est pas la meilleure à ce stade, parce que ce qui est important, c'est d'améliorer l'articulation entre les horaires du TGV et les horaires de TER. Il y a un certain nombre de choses qui sont en cours et qui sont annoncées pour le service 2023, c'est-à-dire à la fin de l'année 2022, avec une amélioration substantielle de ces écarts. D'accord. Ce qui montre que la direction On pourrait nationale avoir un écart de 10-15 minutes? Plutôt entre 15 et 20, mais 15 et 20, raisonnable, ça paraît 15 comme ça beaucoup. Quand on a déjà pris le train, on s'aperçoit que ça l'est pas. Parce que quand on est en tête du train et qu'il faut faire toute l'allée et puis descendre pour aller à l'autre gare... Et puis quelquefois, il y a des TGV un peu en retard aussi. Les 15 à 20 minutes ne sont pas de trop. Donc, le problème, c'est l'adaptabilité, parce que vous savez que les horaires changent et que là, aujourd'hui, la région dépense à peu près 2 millions d'euros, c'est ça, pour financer 44 TER. Tout à fait. On voit que c'est pas la solution et c'est vrai qu'en mettant en place cette navette, alors qui aura certainement un coût de fonctionnement qui sera cher, eh ben on pourra s'adapter au changement d'horaire et puis à l'évolution du nombre de TGV à venir, du moins on l'espère. Alors la question, et c'est bien pour ça que la question de la pertinence de la gare se pose, c'est que il nous semble, en tout cas nous portons cette idée, qu'il est important qu'il continue à y avoir beaucoup de TGV en gare de Nîmes Centre. Parce que la situation, par exemple, qui est aujourd'hui celle de Valence, il n'y a qu'à aller demander aux habitants autour de la gare de Valence-Centre ce qu'il en est. C'est le désert. Donc, à partir du moment où il n'y a plus l'arrivée du TGV, ça devient très compliqué. Donc, c'est important de continuer à avoir des TGV. Et si aujourd'hui, quelqu'un autour de cette table ou dans ceux qui nous regardent est capable de nous dire ce que sera la politique dans les prochains mois du nombre de TGV, eh bien, je veux bien lui payer l'apéro. Parce que on voit bien aujourd'hui que la direction nationale de TGV n'est pas remontée à plus de 75%
de l'offre légitime, alors que nous sommes à l'offre nominale pour les TER, et que donc il y a un vrai problème qui se pose de ce point de vue. Et c'est en ce sens où la question, elle reste posée. Et je veux quand même redire, parce que c'est important de le préciser, quand on nous dit qu'il n'y avait pas d'autre solution, il y avait la solution des barreaux, et cette solution des barreaux, elle coûte moins cher que ce qui a été fait et que ce que se coûte aujourd'hui la réalité. Donc, c'est pas un élément qu'il faut passer sous silence, parce que c'est trop facile après de dire, puisque la décision a été prise... On en a beaucoup Non, mais vous débattu, avez c'est bien ça fait de qu'on rappeler votre explique. position, mais c'est la Simon. troisième voie. Voilà, enfin moi tout simplement, je rejoins ce que disait Abdel en fait, tout simplement. Bon, il y a un équipement, peut-être mal réfléchi, peut-être qu'il n'avait pas à être là, peut-être que plein de choses. En tout cas, la gare, elle a été construite. La gare, elle est là, et il y a des TGV qui partent à Paris notamment, et qui partent dans toute la France, qui partent de cette gare. Et la réalité, c'est que quand on veut y aller, on n'a pas les moyens en termes de navette. Donc, moi, ce que j'en entends, et ce que j'en sais, c'est que la troisième voie, c'est une solution qui rassemble un consensus, beaucoup d'élus. Et il y a un moment où je pense qu'il faut que nos élus locaux sachent se mettre autour de la table et dire ok, là maintenant il faut la faire, parce que maintenant ça dépend tout simplement d'un bon service public pour les voyageurs. Et Carole Delga n'est pas contre, la présidente de la région n'est pas contre. De mon point de vue, on ne peut pas se permettre. Ça, c'est vous qui le dites. Non, c'est Franck Vous Proust. pensez peut-être... Ah ouais, si vous considérez que c'est Franck Proust qui doit vous donner les points de vue de la présidente Carole Delga, plutôt que moi, il n'y a pas de problème, demandez-lui. Mais ne pensez pas que je sois On peut pas un se permettre vilain d'avoir petit une telle canard qui infrastructure. parle en dehors de la position de la région. On ne peut pas se permettre en tout cas d'avoir une... Enfin, je veux dire, la région est en tête sur les questions ferroviaires, elle est chef de file sur cette question. Et Je veux nous dire, il y a l'assumons. un moment où il faut que les élus locaux, et donc que la région en soit, et que vous en soyez un des fers de lance, ça paraît tout... Enfin, ça me paraît... Je finis, excusez-moi, ça me paraît assez logique que juste à un moment, ça fait 2 ans, c'est ça, 2 ans, 3 ans maintenant que la gare Ça fait 2 ans, là. 2 ans que la gare... Elle n'a que la pas gare été est- inaugurée, la gare. que la gare est ouverte, il faut être réaliste. Il faut être réaliste, il faut trouver la solution. Il faut la surtout trouver penser aux vite. gens. Il faut la Mais mettre, attendez, il faut mais vite en surtout place. Il penser faut aux la mettre gens. vite en place parce que c'est un équipement. Ce qui a été fait avec la gare de Nippon du Gare, c'est un équipement pour les 100 ans à venir. Donc, à un moment, c'est un équipement J'aimerais bien vous ambitieux. croire. C'est un équipement ambitieux qu'on a mis en place pour... En tout cas, j'espère qu'on l'a pas mis en place pour 10 ans. On va parce que ça donner aura la coûté parole, beaucoup d'argent on pour va pas donner la grand-chose. parole à Hugo. Je voudrais, répondrai. oui, vous pourrez répondre bien évidemment. Vous répondrez aussi à la question que je me pose un petit peu, et ce soir en vous écoutant, on a un peu le sentiment, Monsieur Gibelin, que vous étiez contre cette gare et vous avez envie de la faire payer jusqu'au bout, en fait. C'est-à-dire que jusqu'au bout, vous n'avez pas envie de faire trop d'efforts avec cette gare. Mais vous nous le direz dans quelques instants. Hugo. Non, il y a la question de cette gare et la question de la troisième voie pose aussi la question du projet autour qui est celui de Magna Porta. Car qu'est-ce qu'on veut faire de cette gare et qu'est-ce qu'on veut faire autour? C'est ça aussi la question. Quel projet d'aménagement du territoire? Et c'est l'objet de nombreux conseils communautaires depuis des mois et des années là-dessus. Hugo, une parenthèse, pour que Magna Porta fonctionne, il faut que la gare fonctionne bien. Il faut qu'il y ait une attractivité de la gare. une Oui, parenthèse. mais pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui se pressent à la gare. D'ailleurs, le projet de... Ça, c'est vrai. Comment vous voulez que des entreprises se pressent à voilà. Magna Porta si la gare n'a pas les dessertes qu'il faut? Oui, À un mais moment, il faut être tous les réaliste. terrains Le développement, de il la gare, le développement, jamais- le développement, il se fait dans le développement, il se fait dans tous les sens. Facile. Mais le développement, il se fait dans tous les sens. Faut pas. Donc on fait une Vous pouvez pas gare. tirer sur le développement économique alors que le. C'est pas possible de tirer comme ça. C'est bien ce que je dis. Donc C'est on fait renvoyer une la balle gare. à l'autre, c'est renvoyer la balle aux autres. Non, mais élus locaux mettre en place pour une zone essayer d'éviter d'activité de se- économique, ça de peut trouver des éventuellement solutions aussi nous-mêmes, prendre un c'est- peu de temps. Ben, aujourd'hui, cette zone d'activité économique, elle coûte très très cher aux contribuables, puisqu'ils achètent des terres agricoles à des fois des sommes plus élevées que ce qu'on devrait. Sur toute une zone autour de Manduel et de Rodescent, il n'y a Parce aucun qu'ils veulent le projet. faire vite et qu'il faut aménager les terrains assez rapidement. Oui, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose qui se construit autour. Ça, Et c'est réel. on- C'est vrai. Aujourd'hui, Et ça fait on des détruit les terres agricoles pour des projets économiques dont on ne voit même pas le bout et qui coûtent très très cher. Alors, on les détruit, mais en même temps, il y a quand même la loi et on les compense. On les compense difficilement. Je me fais l'avocat du diable, mais... Très difficilement. Et c'est pour ça aussi peut-être que ça ne décolle pas, c'est qu'il faut compenser et qu'en ce moment, les lois, elles sont quand même très contraignantes. Mais après, si jamais on va d'erreur en erreur, on construit une gare qui ne marche pas, on essaie de faire une zone économique à partir d'une gare qui ne marche pas, la zone économique ne marche pas, à un moment donné, il faut se poser des questions de fond. Mais Hugo, sur vous le comment savez, on va tous les aménager le projets, ils territoire. apparaissent pas en un claquement de doigts. On l'a vu pour le contournement ouest, le contournement nord. Il y a des projets qui sont très longs à sortir de terre. Même le palais des congrès de Jean-Paul Fournier, ça fait des années Et il y a qu'on des en parle. projets qui coûtent très cher d'un point de vue écologique et d'un point de vue de l'aménagement du Allez, territoire. on boucle parce qu'on est très en retard ce soir. Mais un mot rapide pour terminer, Monsieur Gibelin. Vous vouliez répondre à Simon, je crois, un peu plus effectivement, qu'un sur mot. son interpellation. Bah oui, un peu plus qu'un mot, je parce vous que, en prie. la question ne peut pas être qu'est-ce que fait la région. La région, elle finance. Elle finance les TER, elle finance
parce que c'est une gare TGV, nous avons un surcoût de toucher de gare pour tous les TER de la région grâce à l'arrivée de cette nouvelle gare, et ça, personne n'en parle. Donc, vous ne pouvez pas négocier avec la SNCF sur ça? Mais aujourd'hui, la feuille c'est de pas route possible. donnée par le ministère des Finances à SNCF Réseau, c'est que non, c'est une gare TGV, donc il faut que tous les trains qui accotent aient une surcote en termes de droit de passage, en termes de toucher de gare. Donc aujourd'hui, nous sommes dans le faire et pas dans la prise de position. Nous payons aujourd'hui, donc nous ne sommes pas dans la situation de faire payer à d'autres, pour reprendre votre formule de tout à l'heure. Je refuse que l'on considère que ça aille de soi et que ce soit un sujet clos. Ce n'est pas un sujet clos. Et parce que ça a été une mauvaise décision, je propose de ne pas prendre une décision hâtive et de ne pas considérer que ça va de soi. Ça ne va pas de soi. Il y a sans doute d'autres choses à faire. Il peut y avoir trouver une solution pour les voyageurs. Il peut y avoir peut-être la troisième voie, mais s'il y a la troisième voie, il y a une vraie question à poser auxquelles personne ne veut répondre. Je les ai posées il y a longtemps, à l'époque, au président précédent. Qui va payer la navette? Qui va s'occuper de ces questions-là? Et c'est pas la région forcément de payer. Urbaine, à l'intérieur de l'agglo ou pas? Or, c'est bien à l'intérieur de l'agglo. C'est quoi ces questions? Et ces questions-là, on ne veut pas les traiter. Il faut les traiter maintenant pour ne pas se retrouver dans la situation demain de ne pas avoir à répondre. C'est ce que je vous disais. C'est ce que je vous disais quand je disais qu'il faut que. C'est ce que je vous disais. C'est ce que je vous disais quand moi je prends ça de manière extérieure là-dedans. C'est ce que je vous disais quand je disais, à un moment, il faut que les élus locaux se mettent autour de la table et trouvent cette solution, parce que cette solution, elle est tout simplement du bon service public pour les voyageurs.